Avez-vous un plan de match pour investir à la bourse? Obtenez gratuitement une analyse de votre portefeuille de placement. Contactez Frédéric Turcotte, conseiller en placement rattaché à Valeurs Mobilières Peak, courtier de plein exercice inscrit auprès de l'OCR-CVM et membre du FCPE. FrédéricTurcotte.com 418-681-8111. OK, maintenant, on va jaser d'immobilier de prestige. Je vous parle de Dave Carter de Royal Lepage Blanc et Noir. Dave, c'est un courtier immobilier qui se démarque parce qu'il est branché et qui est capable de mettre le bon client à la bonne place pour vendre rapidement votre maison. Avec son réseau de contacts et d'acheteurs de partout. C'est le gars que ça vous prend, c'est lui qui va faire la différence. Avec son marketing novateur, davecarter.ca et sur Facebook. Vous pensez avoir tout fait pour vous en sortir et vous n'en voyez plus le bout? Il y a des solutions au surendettement. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité, est là pour vous accompagner afin de vous éviter de tout perdre. L'endettement est humain, la solution aussi. Contactez-nous, baudinsyndic.com. Cette semaine à Cachemire, on reçoit Pierre-Olivier Drouin, président de Firebarns. Comment ça va, Pierre-Olivier? Ça va super bien, Pierre. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. C'est tout qu'un honneur. Ben écoute, merci beaucoup, mais vous êtes aussi une entreprise à surveiller. Là. On vous regarde aller depuis quelques années, mais surtout la dernière année, là, forte croissance. Parle-nous un peu de ce que vous avez vécu dans la dernière année, puis après ça, un peu là, de votre histoire, parce que vous avez une histoire très particulière, Firebarns. En fait, l'année 2020 avait commencé, on était très emballés parce qu'on commençait dans notre nouvelle usine. On venait de bâtir une usine, c'était un gros projet qu'on avait sur la table depuis 2018-2019 et ça venait à échéance le 30 janvier. Ils nous livraient la bâtisse, un projet de 1,4 million. Tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent pour une entreprise qui, à l'époque, avait juste 4 ans d'existence. Donc, on venait d'investir beaucoup d'argent. On a pris tout le mois de février pour s'installer et officiellement, la première opération était le 29 février de 2020. Et qu'est-ce qui est arrivé 13 jours plus tard, Pierre? Oui, on le sait, hein? Hein? Oh oui, donc, ça a fessé. Le premier ministre a fermé l'économie. Imagine, je me rappelle de ce moment-là, moi, Frank, on était dans le milieu de nos nouveaux bureaux, pas de bureau parce qu'on avait investi beaucoup dans l'entreprise. Puis là, on était comme, je me souviens, c'était une table pliante. Puis là, on était assis, on était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre pourcentage de notre répartition de revenus venait 70% venait du détail, 25% venait de la restauration, puis 5% venait du e-commerce, du commerce en ligne. Mais là, tu viens de perdre 25% de ton chiffre d'affaires quand tu viens d'investir dans une nouvelle usine. Et là, on s'est assis, moi, Frank, puis là, on a dit, OK, on décide, on donne, les gens vont rester chez eux, fait que on s'est dit, les gens vont commander en ligne. Donc, on avait plusieurs produits qui étaient seulement disponibles pour la restauration ou qu'on gardait seulement pour le commerce au détail. On a dit, on met tout en ligne. Et on a dit aux gens, on a fait une promo sur notre site web, faites votre stack, faites votre boîte Firebarns, 5 produits pour 40$. Écoute, Pierre, ce fut un succès monumental à ce moment-là. Ça a explosé. Complètement. OK. Puis on était on était vraiment proactifs dans le mouvement achat local. On alimentait beaucoup les pages produits faits au Québec qui à ce moment-là, au mois de mars-avril, qui étaient en explosion. Je me souviens aussi, sur mes médias sociaux personnels, j'avais pris l'initiative de prendre mon budget de vacances du mois de mai. Je m'étais mis un 1500$ pour partir en vacances. Puis j'ai pris ce 1500$-là, puis j'ai décidé tous les jours, pendant 30 jours, j'achetais une compagnie québécoise, puis je publiais sur mes médias sociaux. Fait que les gens, ils ont vu que j'encourageais local, et les gens nous encourageaient en retour. Fait que ça a fait comme un effet boule de neige. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, fin avril, c'était rendu 60% de nos revenus venaient en ligne, 40% étaient au commerce au détail. Ça a été, on ne pensait jamais qu'en espace d'un mois, notre modèle d'affaires allait virer de bord. OK. Et là, aujourd'hui, tu me dis progression depuis un an de 133% du chiffre d'affaires. Ouais. Mais ça, évidemment, ça ne vient pas tout seul. Hein? Ça, c'est les revenus, mais les dépenses sont là aussi, j'imagine.
Ben oui, effectivement, parce qu'on est parti de 4 employés à 20 employés. Puis, on n'avait jamais eu à gérer autant d'employés. Donc, nécessairement, ça vient avec beaucoup de dépenses. Hein? Donc, fallait, comment je pourrais dire ça, mettre une structure dans les ressources humaines, engager une personne au RH, engager une personne de plus au service à la clientèle. Fait que, tu sais, c'est venu avec son lot de difficultés, bien sûr. Puis est-ce qu'on a tout fait bien? La réponse est non. Mais est-ce que toutes ces épreuves-là nous ont appris à se structurer et à être meilleurs? La réponse est oui. Mais effectivement, c'est venu avec beaucoup de dépenses. Le monde, le monde voit qu'on fait beaucoup de revenus, Ouais. mais ça vient avec beaucoup de dépenses. Oh oui, c'est ça. Puis là, ben, écoute, tu passes d'une entreprise de 4 à quoi? 20 employés en dedans de quelques mois. C'est plus pareil, les RH, la manière de traiter les employés, tu sais, je veux dire, ça devient pour un gestionnaire comme toi, là, tu sais, faut que tu Surtout apprennes que, vite, là, hein? oui, vraiment, puis bien s'entourer. Puis ça, je l'ai appris très vite quand j'ai commencé en affaires. On m'a fortement suggéré d'avoir des mentors, puis je me suis entouré de 4 mentors Oui, précisément, où que quand j'ai des questions, je prends le téléphone, j'appelle. J'ai mon père aussi, que je surnomme le padré dans mes réseaux sociaux. Mon père, qui est un homme d'affaires qui a très bien réussi, mais qui m'a appris à la dure. Qui est avec moi au quotidien dans la gestion financière, dans les financements, les rondes de financement qu'on a à faire. Donc, pour m'aider à me structurer là-dedans, parce que, comme je te dis, quand tu commences en affaires, tu mets beaucoup de choses de côté, tu te concentres sur les ventes, parce que ouais. tu te dis, si je n'ai pas de revenus, je ne peux pas continuer à avancer. Mais à un moment donné, il y a un moment où que la vie de la business te dit stop, puis concentre-toi sur ta gestion financière. Puis moi, c'est arrivé pas plus tard que début de l'année, parce qu'on a changé, on est rendu avec un système ERP. T'sais, on n'avait pas assez de défis, Pierre. On s'est dit, pourquoi pas se rajouter encore d'autres choses sur les épaules? On a changé notre système informatique. On est devenu avec un système intégré en 2020 alimentaire. Quel casse-tête. Mais ça pour dire que moi, ça m'a permis, cette épreuve-là, de me concentrer sur la gestion financière de mon entreprise. Là, on se parle, les gens ne nous voient pas, là, mais on est en Zoom parce que moi, je fais toujours mes entrevues. Parce que je veux voir mon interlocuteur. Je vois encore le feu dans tes yeux, donc c'est bon signe. Oui, Écoute, mais parle-moi du début de ton entreprise. Comment c'est né avec ton partner? C'était quoi qui vous animait pour aujourd'hui, là? Vous regardez après quoi? On parle de 5 ans, là, environ, là. ça Qu'est-ce fait 5 qui. ans, le 21 juillet 2020. Bon, ben regarde, qu'est-ce qui est en avant de vous autres, là, pour les prochaines années? Écoute, si je fais un peu la genèse de l'entreprise, Fireburns est né chacun du bord à Frank et moi sans qu'on se rende compte. Moi, j'étais banquier à l'époque, Pierre. Je respecte beaucoup cette profession-là, mais pour moi, je n'étais pas bien là-dedans, je Tu n'étais étais pas dans le heureux. business du banking, tu travaillais pour un gros joueur, j'imagine? Oui, exactement. Puis j'ai été OK. aussi en valeur mobilière, les deux. J'ai OK. fait les deux. Donc, mais je n'étais pas heureux, j'étais dans un cadre. Puis moi, être dans un cadre, c'est plus ou moins ça répond moins à ma personnalité. Fait que j'avais toujours eu le rêve de partir à Quelque travailler à chose. l'extérieur. À l'extérieur. Non, pas quelque chose. Oui, quelque chose, mais à ce moment-là, j'ai tout le temps eu envie de travailler à l'extérieur du pays. Et je me suis trouvé un contrat de travail. Je suis parti à cette époque-là en Floride, travailler presque 1 an pour une compagnie là-bas. J'avais un visa de travail et c'est lors d'un match du Canadien sur le bord de la plage. Il faisait super beau ce soir-là, je me rappelle. Et j'ai mangé par erreur dans le panier d'ailes épicées, une aile épicée. C'est là que j'ai eu un peu le déclic de dire Colin, c'est donc bien bon, j'aime ça. C'est vraiment bon. Et à mon retour, j'ai rencontré par hasard Frank dans un resto et on s'est on a jasé un petit peu ensemble, on a parlé du marché de la hot sauce et c'est là que Le déclic. le déclic s'est fait. Puis 4 semaines plus tard, on était en affaires ensemble. Donc, Incroyable. ouais, mais on ne se connaissait pas. Hein? On s'est connus à ce moment-là au resto. 4 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, on a fondé Fireburns et on s'est tout le temps dit, Pierre, un jour, nos sauces vont être partout sur la planète et on va être le prochain Tabasco. Pourquoi qu'on dit qu'on est le prochain Tabasco? Parce que quand j'ai la chance de faire soit des conférences ou bien je vais parler à
devant une foule, je pose tout le temps la question, qui a une Tabasco dans son garde-manger? Même toi, Pierre, je suis sûr que tu en as une. Tout le monde lève la main. Donc, si tout le monde a une Tabasco, il y a une possibilité d'avoir une sauce Fireburns dans chaque garde-manger. Tabasco, c'est quoi? C'est 150 ans d'histoire, Oui. 5 générations de la famille Michelini, 306 millions de bouteilles produites par année. C'est immense, cette entreprise-là. On la respecte énormément. Puis on a tout le temps dit qu'on veut que... Nous, on a voulu offrir aux gens une nouvelle option de manger épicé. Donc, Tabasco, c'est bien, c'est très respectable. Et nous, on a dit on va offrir quelque chose de mieux. Sans dire de mieux, mais de meilleure qualité. Ouais. Donc, c'est comme ça, on a fondé l'entreprise Fireburns en se disant ça. Et maintenant, aujourd'hui, Pierre, Fireburns a ses propres récoltes de piments en collaboration avec une ferme de la Montérégie. C'est 150 tonnes de piments cultivés ici au Québec. C'est nos propres récoltes. On est vraiment fiers de ça. Donc là, si on suit la progression de l'entreprise, là, tu me dis, durant la dernière année, les ventes en ligne ont explosé. Donc, ça a vraiment fait du trafic pour votre e-commerce, votre commerce en ligne, directement par votre site web. Ça s'est replacé, j'imagine. Puis là, on a rouvert, pas les restaurants, là, mais on a rouvert. Il y a quand même du take-out qui se fait un petit peu. Mais tranquillement, on s'en va vers là. Donc, j'imagine que vos ventes de restauration vont repartir un peu vers le haut. Comment, là, c'est rendu quoi à peu près là, votre ratio en ligne versus le détail, là, le supermarché, si on veut? Je ne fonde vraiment pas beaucoup d'espoir pour la restauration tant et aussi longtemps que le monde ne sera pas vacciné puis que le COVID ne fera plus partie du vocabulaire. Okay. Je t'explique pourquoi. Parce que nous, notre marché de la restauration, c'est que les restaurateurs amènent les sauces aux tables. Okay, donc, tout ce qui est aux tables doit être désinfecté, lavé. Donc, même, je pense que c'était la recommandation de l'Association des restaurateurs du Québec, c'était de ne pas mettre rien sur les tables, aucun ketchup, aucune mayo, aucun condiment sur les tables. Donc, les restaurateurs qui ont continué à le faire amenaient une sauce et la nettoyaient. Donc, c'était pas nécessairement... Je ne fonde pas beaucoup d'espoir pour tant... ça va toujours rester à la restauration, puis on va toujours la travailler, mais pour redire que les ventes vont partir, ça ne sera pas avant que le COVID va faire partie de notre vocabulaire. Mais, pour répondre à ta question, le e-commerce fait partie encore, malgré tout, 40 de notre chiffre d'affaires. OK. Le reste, c'est vraiment au retail. OK. Dans les prochaines années, là, ce que vous voyez, parce que là, vous êtes au Québec, vous avez étendu tranquillement vos tentacules. C'est quoi les prochains marchés visés? Le Canada anglais, les États-Unis? L'exportation, évidemment, éventuellement. Ce qui était important en premier, c'était de venir stabiliser l'entreprise au point de vue des normes alimentaires en faisant la nouvelle usine. Parce que pour vendre aux États-Unis et au Canada, il faut que tu respectes des normes, je vais dire comme ASEP. La norme ASEP, c'est pour le marché canadien. Tu as aussi les normes américaines qu'il faut vraiment respecter. Puis on est dans le processus. Mais par contre, ce qui est un peu drôle, c'est qu'on peut vendre en ligne en Ontario, mais on ne peut pas vendre dans les supermarchés. OK. C'est un peu... c'est bizarrement fait, hein, parce que oui, on peut vendre en ligne, mais pas dans les supermarchés. Mais on a commencé déjà à vendre, Pierre, un peu partout au Canada. Notre site web il est transactionnel dans chaque province. Ça fait partie à peu près maintenant de 3 de nos ventes, mais c'est en croissance. Je te dirais à peu près, chaque mois, on va chercher à peu près un 10 de croissance dans les nouvelles ventes à l'externe du Québec. Donc, on met beaucoup notre emphase sur le e-marketing en ligne à l'extérieur du Québec. Puis les États-Unis, on a bonne... Je te dirais qu'on devrait être capable de commencer à percer le marché américain dans l'autre année, en 21-22 à peu près. OK. Là, je t'écoute, tu as besoin d'un bon distributeur. Il faudrait que tu signes un deal avec un distributeur qui, lui, ou un gros joueur de l'alimentaire qui pourrait vous distribuer partout au Canada. Là. C'est là que vous êtes rendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait déjà affaire avec Sobeys et Metro. OK. On a déjà un pied dans la machine. Puis Sobeys, ils vont souvent par étapes. Donc, on est au Québec avec eux depuis 5 ans. OK. Mais vraiment, dans toutes les IGA, on est avec eux depuis 1 an. Avant, on faisait du backdoor. Donc, on y allait
comme je faisais quand j'ai commencé, je mettais des sauces dans mon auto, j'allais voir les gérants d'épicerie dans chaque épicerie, puis je vendais des caisses un à la fois. Ça, j'ai fait ça les 2 premières années de mon entreprise. Et ensuite, maintenant, on est rendu plano. Quand on dit plano, à chaque fois que tu t'en vas à l'épicerie, c'est toujours à la même place. Donc, nos sauces sont toujours dans la section sauces. On commence avec Sobase au Québec, mais Métro Ontario, la même chose. On est dans le processus. Vous êtes Donc, là, hein? mais, Ça va se placer, là. mais le marché de la sauce, parce que c'est une habitude de consommation. Oui. Tu achètes ta sauce, Pierre, puis je ne sais pas quelle sauce que tu achètes, peu importe, mais tu achètes cette sauce-là depuis plusieurs années. Pour faire changer un client d'une sauce à un autre, c'est dur. Je vais donner un exemple. Hier, je faisais mon épicerie au métro, à côté de chez moi. Et je fais toujours un peu la même chose. Quand les gens sont devant les sauces barbecue, les sauces piquantes, je m'arrête en arrière d'eux puis je regarde qu'est-ce qu'ils vont faire. Hier, il y a une madame qui avait une tabasco chipotlée dans sa main. Puis là, je suis allé la voir. J'ai dit, savez-vous que notre sauce chipotlée est faite ici au Québec? Donc, là, la madame, elle me dit, je ne savais pas que c'était fait au Québec, de un. Et de deux, je ne savais pas qu'on pouvait le remplacer un par l'autre. Donc, juste changer, pourquoi je te dis ça, c'est juste changer l'habitude de consommation, c'est un travail de longue haleine. Donc, pour arriver à dire on va s'en va en Ontario, en Saskatchewan ou en La BC, conversion, le taux de conversion demeure encore. C'est long, hein? Il y a un gros travail à faire. OK. C'est pas comme si on sortait une nouvelle innovation, que c'est révolutionnaire, que les gens font comme wow. Ça, c'est beaucoup plus simple pour convertir. Mais tandis que de convertir quelqu'un du Tabasco à Fireburn, c'est beaucoup plus complexe. C'est un travail de longue haleine. Nous, on l'a vu au Québec. Ici, ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, mais là, on a une notoriété qui a été acquise, qui est quand même, on peut exporter, d'après moi, dans d'autres provinces, mais ça va être vraiment un travail de longue haleine. Oui, parce qu'il y a aussi les budgets de publicité, là, ça coûte cher aussi là, d'aller conquérir des nouveaux marchés. Tu dois être fort dans ton marché respectif. C'est ce que vous faites là, hein? Vous êtes en train d'étendre vos tentacules au Québec pour. Il faut être fort localement pour après ça aller ailleurs. Puis là, vous allez devenir comme un petit trésor que les gens vont découvrir peut-être là, de d'autres provenances. Là. Exactement. Puis, tu sais, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Là. Puis, tu sais, je ne me fais pas d'espoir de dire on va être partout au BC. Parce que c'est facile. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus simple de signer un deal avec un distributeur et dire parfait, on rentre dans 500 nouveaux points de vente au BC, mais il faut vendre. Rendu là, il faut que les gens l'achètent. Oui, exact. Non seulement il faut qu'ils l'achètent une fois, il faut qu'ils rachètent une deuxième fois. C'est ces deux étapes-là qui sont dures. Parfait, on vend dans 500 points de vente, mais il faut que tu continues à vendre. Enfin, c'est ça que les chaînes veulent. Ils ne veulent pas que tu fasses un drop, puis après ça, tu disparais dans la brume. Ils veulent avoir une relation à long terme avec toi, puis c'est de cette façon-là qu'on travaille. Avec le succès de vos sauces, avez-vous été approché par des gros joueurs qui vous regardent aller et vous disent hey, eux autres sont intéressants, on pourrait peut-être faire un partenariat ou à tout le moins, je ne sais pas, des fois, il y a des offres d'achat. Il y a des gros joueurs qui magasinent, puis ils regardent, puis là, ils disent hey, eux autres, on pourrait les acheter. Avez-vous eu ce genre de discussion ou de maraudage de la part de gros joueurs de l'alimentaire actuellement? Tu n'es pas obligé de me répondre. Fireburns n'est pas à vendre, ne sera pas à vendre, je tiens à le dire. Par contre, c'est sûr qu'on dérange. Ça, je le sais. Puis, ça, je le sais que vous dérangez. Là. On en entend parler. On a j'ai eu certaines conversations qu'on m'a dit que il y avait à Toronto, dans les sièges sociaux, il y avait certaines discussions par rapport à notre entreprise. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment intéressant. La job est faite, là. Hein? En fait, tu sais, je peux comprendre. Je vais prendre Kraft, par exemple. Si Kraft regarde Fireburns, pour eux, c'est une aiguille dans une botte de foin. Hein? C'est énorme, cette entreprise-là. Mais oui, je suis convaincu, mais même nous, on est intéressés à des plus petits joueurs. On est rendu là aussi. Hein? Parce que notre croissance va y aller par acquisition aussi. Je n'ai pas la prétention de dire que Fireburns, ça va être juste Fireburns dans notre vie, parce que si tu regardes, souvent la croissance à l'externe passe par de l'acquisition. Oui, parce que là, votre réseau de distribution est monté, en tout cas au Québec, à tout le moins. Donc, vous pourriez éventuellement acheter ou devenir propriétaire de produits autres que peut-être des sauces comme vous faites,
pour monter votre catalogue. Parce qu'une fois que ta job est faite pour un produit, tu peux imiter un peu ce que se fait dans la grande distribution pour d'autres joueurs, là. Parce que ça me permet de te parler de ça. L'année passée, je te dirais à peu près 2018, on a pris la décision on fait tout le temps une réunion annuelle entre Noël et jour de l'an des actionnaires, parce qu'il y a mon père aussi actionnaire, mais il y a des gens qui viennent nous donner des conseils sur leur vision de la business, etc. Puis en 2018, il y avait mon ami Nicolas Duvernois de Pure Vodka Romeo Gin nous avait suggéré sur une vision long terme que Fireburns devienne une compagnie de condiments. Donc, diversifier sa gamme de produits. Puis, effectivement, Fireburns est rendu Fireburns Brand, Fireburns Company, qui devient, avec des branches d'édition de sauce piquante, de sauce barbecue, la gamme de produits César pour faire un Bloody Caesar. Et il va continuer à avoir une évolution dans cette sphère-là d'entreprise. C'est sûr qu'on va sortir d'autres gammes de produits qui viennent en lien avec la ligne directrice de l'entreprise. On pourrait-tu avoir une vodka Fireburns bientôt? Ou... Non. Okay, Non, pas du tout. On ne se lance pas dans les spiritueux parce que, comme je te dis, Nicolas, c'est un de mes très grands amis. On se parle quasiment tous les jours. Non, mais pour avoir une recette éventuellement, là, une recette avec vos sauces puis un cocktail. Hein? J'avais suggéré quelque chose qui l'avait bien intéressé. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Mais effectivement, la Fireburns va devenir une entreprise de condiments. Écoute, au niveau de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu vois au Québec? Est-ce que tu vois qu'on est bien positionné avec les jeunes entrepreneurs? Il y a beaucoup de capitaux accessibles. C'est pas un problème d'argent là, quand tu as des bonnes idées. Je pense qu'il y a des partenaires potentiels. Comment tu vois le secteur de l'entrepreneuriat au Québec actuellement? Pour vrai, Pierre, moi, j'ai fait partie de Adopting. Est-ce que tu connais Adopting? Oui. Bon, j'ai fait partie de la cohorte 3. Ça m'a permis de découvrir des entreprises extraordinaires. Ce mouvement-là, il est vraiment incroyable pour aider les entreprises dans le mentorat et t'entourer de gens pour t'aider. Et j'ai été vraiment impressionné de toutes les entreprises et les entrepreneurs qui font partie du Québec Inc. Je vois vraiment un bel avenir. Les jeunes, je m'aperçois que les plus jeunes, parce que j'ai quand même 38 ans, je te dirais, les jeunes sont vraiment beaucoup plus outillés que nous, on l'était. Oui, moi, je le vois, là, effectivement. Puis, ils ont tellement des bonnes idées. Je vais prendre, par exemple, mon amie Judith de Cookit. Tu connais Cookit? Oui. Cookit, cette année, est partie d'une centaine d'employés à 700 employés. Elle a acheté Miss Fresh. Ça fait seulement 5 ans qu'ils existent, eux autres aussi. Tu sais, c'est extraordinaire de voir l'évolution de l'entreprise actuellement au Québec. J'ai vraiment une grande confiance au point de vue de l'entrepreneuriat. Et surtout, je parlais dans mon secteur, mais les chaînes sont là pour accompagner aussi les entreprises québécoises. Puis, ils sont beaucoup plus ouverts à nos produits maintenant qu'ils l'étaient dans le passé parce que les gens sont rendus beaucoup plus sensibles à l'achat local. Oui, l'achat local a aidé beaucoup cette année à sensibiliser les gens puis aussi à ouvrir les yeux. Hein? Tu arrives devant l'épicerie, devant 8-10 produits différents, puis là, tu vas essayer de voir le produit qui est québécois ou local. Dire, je vais les encourager. Ta place est gagnée, elle peut être gagnée, mais elle peut être perdue rapidement. Il faut toujours continuer à évoluer. Puis, tu sais, première discussion que j'ai eue avec mon partenaire un matin, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire de plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le Super Bowl? Pourquoi qu'on a fait ça? Puis, on est toujours en train de remettre en question nos idées. On est tout le temps en train de dire, on a pris ça, ça n'a pas fonctionné, bien vite. Il faut avoir une réaction rapide. Puis, je pense qu'aujourd'hui, pour chaque entrepreneur ou chaque entreprise, l'action qu'on doit prendre, c'est se revirer rapidement de bord, vite, comme on a eu au COVID, ou peu importe qu'est-ce qui arrive, il faut prendre une action rapidement. Oh oui, non, c'est rapide. Tu n'as pas le choix. C'est ça où tu meurs. Là, et dans le cas de la rétroaction, est importante à tous les jours. Écoute, si tu avais un conseil ou deux à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se partir, l'alimentaire quand même, je regardais au Québec, là, on est quand même bien positionné. C'est quand même défensif. Tout le monde mange. Donc, à un moment donné, si tu as compris ça, tu as compris des trucs intéressants. Alors, si tu avais un ou deux conseils à donner à des jeunes qui veulent se partir en business, tu leur dis quoi?
Pierre, quand j'ai commencé dans la sauce piquante, là, puis je disais au monde, à mes amis ou à mon père et à ma mère, je me rappelle quand j'étais arrivé au chalet, on allait s'incorporer une semaine après, puis j'aurais dit, hey, je me suis parti d'une compagnie de sauce piquante. Imagine-toi, il y a 5 ans, là, comment la réaction des gens, mon père, ma mère, tu sais, ils n'ont pas fait ça pour mal faire, mais si je t'avais dit il y a 5 ans, on vendrait plusieurs millions de chiffres d'affaires dans la sauce piquante, sauce barbecue, est-ce que tu m'aurais cru, Pierre? Écoute, j'aurais peut-être eu de la misère. Bon, parfait. Mais moi, le message que je veux passer, c'est j'ai jamais eu aucun doute sur mon projet et mon produit. Pas un. Même si j'avais des huissiers chez nous qui me couraient après pour me payer au début, même si je payais plus mon loyer, même si je voyais que j'étais en train de m'endetter, puis je voyais pas le bout de me ressortir de jamais, Tu au n'as grand jamais jamais, j'ai douté. Donc, tu dis douté de aux mon projet. jeunes, ne jamais douter. Puis travailler fort. Ouais. Puis rien ne va pas avec le travail. Même encore aujourd'hui, même avec tous les employés, je te confirme que je mets à peu près 70 à 90 heures semaine encore aujourd'hui, même après 5 ans. Oui, parce que là, tu me parlais depuis un an avec le nombre d'employés qui a augmenté chez vous, ta tâche de président a changé aussi. Là. Tu fais beaucoup, beaucoup de paperasse et de clérical. Là, hein? Ah oui, comme je te disais tantôt, je ne fais plus ce que j'aimais faire. Donc, j'aimais ça aller voir les clients, développer. Là, maintenant, il y a mon frère Jaser, ouais. Ouais. Mon frère est rendu directeur des ventes chez moi. Il a commencé avec moi dans les débuts, il y a 4 ans, aux ventes. Donc, tu sais, je ne fais plus ce que j'aimais faire. Fait que ma tâche quotidienne, c'est faire tout ce que les gens ne veulent pas faire ou n'aiment pas faire. J'ai réglé des problèmes. Donc, oui, tu gères des problèmes, là, c'est ça aussi. c'est tout ce que je fais. Mais en même temps, ça expose aussi l'entreprise où elle est rendue. C'est-à-dire que la croissance est là. Donc, si tu gères des problèmes, tu dois gérer des bons, des bons problèmes aussi. Là, tu sais. Mais c'est parfait. C'est tellement une belle école d'apprentissage parce que ça te pousse tes limites à toi en tant qu'entrepreneur. Tu as un problème. Puis là, tout le monde te regarde. Le spotlight est sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Ils me regardent tous. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, faut que tu sois capable de relever chaque petit problème, chaque défi. Donc, pour moi, je le vois plus du bon côté en me disant ça me pousse à être meilleur à tous les jours. Tu sais, Pierre, j'ai sorti certains livres d'université dernièrement parce que j'ai pas eu le choix. Là, j'avais besoin, c'était vraiment de la théorie sur des trucs comptables plus poussés. Fait que j'ai sorti mes cartables comptables d'analyse d'état financier parce qu'il fallait que je sois capable de répondre aux banquiers, il fallait que je sois capable de répondre à la personne à la comptabilité ici. Fait que je ne peux pas être capable de répondre. Fait que, mes tâches ont changé, mais j'adore ce que je fais quand même. Des beaux problèmes. Pierre-Olivier Drouin, merci beaucoup de ton temps. On va continuer à suivre l'évolution de votre entreprise qui est fascinante après 5 ans d'existence. Une espèce de... une belle courbe vers le haut, une belle croissance. Alors, merci beaucoup et longue vie à Fire Barns. Moi, j'aime bien suivre tes podcasts, Pierre, parce que tu sais, j'adore ce que tu fais, là, parce que tous les trucs d'économie, parce que dans mon quotidien, je n'ai pas le temps de suivre tout ce qui se passe. J'écoute beaucoup tes podcasts en faisant le ménage chez nous pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'économie partout sur la planète. Puis, je te dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien ce que tu fais pour tout l'apprentissage et la démocratisation de l'économie. Puis toi, tu parles beaucoup avec des entreprises qui vont être soit aller à la bourse ou même qui sont en démarche pour aller lever des fonds. Et je me dis que peut-être un jour, nous autres aussi, on va avoir à aller chercher des fonds pour continuer notre croissance. Bien, merci beaucoup, PO, puis on va suivre Fire Barns. Merci beaucoup, Pierre. Bye bye.